4 grandes régions, l'Ifou, le Gontougo, le Hambol et le Gbeke, désormais reliés par un pont, le pont de Bassawa-Serebo. Il vient d'être inauguré par le chef de l'État. L'ouvrage a coûté plus de 5 milliards de francs CFA. Le Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire annonce le forum ivoiro-italien organisé en marge d'Expo Milan 2015 en Italie a été un succès. Des contacts ont été noués entre investisseurs ivoiriens et italiens. La coopération transfrontalière expérimentée en Europe en 1990 porte ses fruits aujourd'hui, 25 ans après la création des Interreg. L'heure est au bilan, un bilan jugé satisfaisant. La ville de Difa au Niger, visée par plusieurs attaques à la bombe ce matin. Le bilan très lourd fait état de 5 civils, 1 militaire tué. Les 4 porteurs de bombes ont aussi trouvé la mort. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal du RTI 1. 4 grandes régions, l'Ifou, le Gontougo, le Hambol et le Gbeke, désormais reliés par un pont, le pont de Bassawa-Serebo. Il vient d'être inauguré par le chef de l'État. L'ouvrage a coûté plus de 5 milliards de francs CFA. Satisfaction des populations, ce pont va générer 350 emplois directs. Le reportage est signé Jérôme Kofi Abolin. Le pont Bassawa-Serebo, enfin là, après tant d'années d'attente, et c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui a procédé ce vendredi à sa livraison. Une occasion pour les 4 régions impactées que sont le Gontougo, l'Ifou, le Hambol et le Gbeke d'exprimer par le truchement de leurs représentants leur attachement au chef de l'État parce que voyant en cette réalisation l'une de ces solutions aux problèmes de développement. Ce pont va améliorer les échanges entre nos régions et devrait à coup sûr favoriser le développement économique et social de cette même région. Toutes les populations de nos régions, rassemblées ici comme un seul homme, aux côtés du président Henri Konan Bédié, attendent impatiemment au soir du 25 octobre 2015 pour porter très haut l'appel des Daoukro afin de vous témoigner leur engagement et leur soutien. Les populations de l'Ifou avec ado, les populations du Gontougo avec ado, les populations du Hambol avec ado, la population du Gbeke avec ado. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, formel, ce pont va permettre aux régions bénéficiaires de connaître un boom économique conformément à la vision et à la clairvoyance du président Alassane Ouattara. Ce pont va véritablement permettre de développer encore plus les échanges dans les différentes régions de Côte d'Ivoire que vous avez visitées une à une. Vous avez voulu donner un pont entre votre peuple et vous-même, un pont entre le modernisme et la tradition, mais surtout, Monsieur le Président de la République, un pont entre vos générations et les futures générations qui feront de 2020 et au-delà une Côte d'Ivoire émergente, grande, à l'image de votre grandeur. Le président de la République, Alassane Ouattara, lui, n'a pas caché sa joie tout en remerciant les différents partenaires qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage. Je suis très heureux. Je félicite d'abord tous ceux qui ont contribué à réaliser ce pont, le Premier ministre, le ministre des Infrastructures, tous les membres du gouvernement, les financiers, l'entreprise, les présidents de région, tous ceux qui ont suivi ce projet, les ministres de la région, tout le monde s'est impliqué. Et surtout, nous avons pu le faire un mois avant le délai de livraison, ce qui est tout de même très heureux. Et donc, je suis très heureux pour les populations dont les différentes structures ont été réhabilitées d'ailleurs, que ce soit la mosquée, que ce soit donc le centre de santé, les maisons. Donc, c'est une très belle réalisation et c'est un projet multiforme. Et merci à la Banque mondiale également. Le pont Bassawa-Serebo avec 2 fois 1 voie, d'un coût total de 5 milliards 500 millions de francs CFA, met ainsi fin à plus de 60 ans de difficultés des populations qui vont aujourd'hui en tirer profit à travers la création d'emplois pour les jeunes ainsi que les femmes et surtout l'amélioration des revenus pour les paysans des localités environnantes. Son inauguration par le président Alassane Ouattara s'est voulu une occasion de fête donnant lieu à des échanges de cadeaux.
Le chef de l'État a reçu de ses hôtes des vivres composés de bœufs, de moutons ainsi que des ignames. Il leur a offert à son tour une enveloppe de plus de 17 millions de francs CFA à repartir entre les régions respectives. Les populations ont donc le sourire après l'inauguration du pont de Bassawa-Sérebo qui va générer, vous l'avez entendu, 350 emplois directs, des emplois au profit notamment des jeunes et des femmes de villages et localités environnants. Les filles et fils de Bassawa, dans le département de Prikro, ne cachent pas leur joie comme nous l'explique Abou Sanogo. Chaises sur la tête, les populations de Sérebo-Bassawa marchent fièrement sur ce pont. Ouvrage qu'elles attendaient depuis une soixantaine d'années. Avant, la traversée de cette eau se faisait à partir d'un bac ou de pirogues. Véritable calvaire pour ces populations. Très difficile. Si vous venez vers Boaké, en arrivant, si vous êtes obligé soit de passer la nuit ici au bord, pour trouver véhicule, c'était très difficile. Difficilement, on traversait ici. Souvent, tu as envie d'aller au champ matin, tu vas arriver, ça avait 10 heures, tu vas traverser. C'était vraiment difficile pour nous. On a trop souffert ici. Jusqu'à même, il y a des gens même qui sont restés dans l'eau. Fini donc le calvaire pour ces populations Ando et Koulango. Aujourd'hui, elles sont dans la joie car leur rêve est devenu réalité avec la mise en service de ce joyau architectural par le président de la République, Alassane Ouattara. On ne peut que dire merci au président de la République, 1000 fois merci. 1000 fois merci parce que vous ne pouvez pas savoir combien de personnes ont perdu leur vie dans cette eau. Vous ne pouvez pas savoir combien de tonnes d'igname qui ont pourri dans les gros camions derrière l'eau. Vous ne pouvez pas savoir à combien l'igname se vendait le kilo dans le département de Sandégué. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un rêve pour moi. Je n'arrive même pas à croire que ce joyau-là est sur ce fleuve qui va relier désormais mon département, le département de Prikro et celui de Dabakala. Ce pont vient à point nommé. Ça permettra à la région du Gontougo, du Ifou et du Ambol d'être désenclavée. Pour moi, la circonscription de Bassawa est totalement désenclavée parce que ce pont nous permettra l'écoulement de nos produits tels que l'igname, l'anacard et l'arachide. Elles sont venues de Prikro, de Sandégué, de Satamasokoro, de Gouméré, de Tanda, de Bassawa et de Sérebo témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara qui, à travers la mise en service de ce pont, désenclave leur région. Nous sommes heureux que le président, donc, à travers cet ouvrage, relance l'activité économique, mais aussi permet donc, à des familles de se retrouver, donc, ce qui va booster la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Tous nos peuples sont très reconnaissants pour toutes les actions que le président de la République a posées, surtout ce pont qui va désenclaver totalement notre région, voire même enrichir toutes nos populations. Je suis très heureuse et toutes les femmes de l'Ifou, du Ambol, du Gontougo et voire du Béquin, nous sommes toutes heureuses parce que ce pont représente pour nous l'autonomisation certaine de la femme. On est fatigué du bac et maintenant on a eu le pont, c'est grâce à Do. On le soutient aujourd'hui, demain toujours on est derrière lui. D'un coût de 5,5 milliards de francs CFA, le pont Sérebo-Bassawa va permettre de désenclaver la région du Gontougo en la rapprochant des régions de l'Ifou, de Gbeke et du Ambol. C'est donc un pont routier avec poutres sous chaussée de 152 mètres de longueur à double voie avec 7 mètres de largeur et 1 mètre de trottoir de chaque côté. La structure du pont est formée de 4 travées indépendantes de 37 mètres composées chacune d'une dalle en béton armée de 0,25 mètres d'épaisseur reposant sur 4 poutres en T à talons de 37 mètres de long et 2,20 mètres de hauteur en pré-contraint. Et nous partons maintenant en Italie où le CEPICI annonce des retombées positives pour le Forum économique ivoiro-italien. Selon le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, ce forum organisé en marge d'Expo Milan 2015 en Italie a été un succès. Des contacts ont été noués entre investisseurs ivoiriens et italiens. Jean-Jacques Kwameala est notre envoyé spécial en Italie. 250 opérateurs économiques italiens et du monde et une trentaine d'opérateurs économiques ivoiriens et de la diaspora ont pris part au Forum économique ivoiro-italien organisé à Milan, en Italie, par le CEPICI. L'on retient que des contacts ont été noués pour booster le rang de l'Italie, 11e pays investisseur européen en Côte d'Ivoire. Des contacts qui ont été pris par les opérateurs économiques ivoiriens
nous permettent aujourd'hui de garder un bon espoir. Il y a eu quand même des contacts fructueux entre les opérateurs économiques, déjà au nombre de 5 PME italiennes, et ça continue. Cette continuité a été poursuivie par la visite d'une entreprise italienne innovante spécialisée dans la fabrication de plastique biodégradable. Une expérience qui peut aider la Côte d'Ivoire confrontée au problème des sachets plastiques. Ce type d'industrie doit retenir notre attention, et si on doit implanter des industries nouvelles, ce sont celles-là, c'est-à-dire celles qui permettent un développement écologique et un développement durable. J'espère qu'on pourra collaborer encore et surtout nous développer en Afrique et pourquoi pas en Côte d'Ivoire. De toute façon, c'est le premier pays avec lequel nous avons eu une relation. Ça fait quand même pratiquement 2 ans que nous échangeons. Et pour terminer, la délégation ivoirienne a fait un tour à l'exposition universelle de Milan. Plus de 145 pays sont présents. Le pavillon de la Côte d'Ivoire, qui selon la presse italienne a réussi son exposition, enregistre environ 5000 visiteurs par jour. Autant d'atouts qui devront permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier des retombées de cette exposition universelle qui prend fin le 31 octobre prochain. La présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans exactement 21 jours, soit 3 semaines. La plateforme de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire lance le PVT. C'est un système de comptage parallèle des voix et ce système permettra de fournir des informations précises sur le déroulement du scrutin et le dépouillage des votes. L'objectif affiché de la plateforme de la société civile est de promouvoir un scrutin présidentiel paisible et apaisé au soir du 25 octobre prochain, nous explique Hugues Weblé. Utilisée avec succès à travers le monde depuis 1986, la technique de comptage rapide de voix ou PVT sera de mise lors du scrutin présidentiel du 25 octobre prochain. L'initiative est de la plateforme de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, POESI. La technologie permettra aux observateurs impartiaux de suivre le déroulement de l'élection et de dégager les tendances des résultats conformément à la volonté des votants. Le PVT, c'est un bon programme pour assurer que les résultats des élections sont crédibles. Et puis, quand c'est crédible, c'est transparent, automatiquement on peut parler de paix. Parce que c'est quand on n'est pas d'accord que ça entraîne des problèmes. Bénéficiant de l'appui de l'USAID et du NDI, la POESI a recruté 755 observateurs, 119 coordinateurs et 14 superviseurs. Ces derniers seront aidés dans leurs tâches de 40 membres de staff qui seront mobilisés sur toute l'étendue du territoire ivoirien pour la réussite de l'opération de méthodologie PVT. En fait, ce qui est novateur, c'est la technique scientifique et systématique et donc statistique. C'est ça qui est novateur. Et c'est la première fois qu'il y a vraiment un PVT en Côte d'Ivoire. Le PVT est une méthode efficace de comptage des voix qui contribue à la crédibilité du scrutin. Parmi les pays africains ayant organisé un parallèle vote-tabulation, on compte le Nigeria, la Tunisie, le Malawi, le Ghana, le Kenya, la Zambie et le Sénégal. À ces pays s'ajoutera la Côte d'Ivoire au mois d'octobre. Le directeur régional associé de campagne du RHDP dans l'Agnébi-Tiassa prône aussi une élection apaisée. Maurice Kwaku Bandama vient d'effectuer une tournée dans le département de Tabo. Il s'est entretenu notamment avec les cadres et chefs coutumiers. On en sait plus avec Grace Kando. Maurice Kwaku Bandama, en sa qualité de directeur régional de campagne du candidat RHDP, Rassemblement pour la démocratie et la paix, a sillonné 3 villages du département de Tabo dans la région de l'Agnébi-Tiassa. À Aleblé, Pakobo et Ndanyamien, Maurice Bandama était porteur d'un message de paix et de cohésion sociale, socle de tout développement. Cette tournée a été aussi l'occasion pour Maurice Bandama d'entretenir les populations des différents villages sur les actions de développement du président Alassane Ouattara dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Entre autres actes de développement, le reprofilage des routes, la construction d'écoles et autres centres de santé. Pour Maurice Kwaku Bandama,
Toutes ces réalisations ont été acquises grâce au programme présidentiel d'urgence PPU mis en place par le président Alassane Ouattara dès son accession au pouvoir. Le peuple hanofouer rend hommage au président de la République pour ses actions de développement. La cérémonie s'est déroulée à Kofi-Monkro, village situé dans le département de Prikro, et elle a vu la participation des élus, des cadres de la région de l'Ifou et les peuples alliés du Moronou, du Hambol et du Sud Komoé. Gabriel Zani. C'est une grande mobilisation réalisée dans ce petit village de Kofi à Monkro, à une vingtaine de kilomètres de Prikro. Soutenu par les peuples alliés du Moronou, du Hambol et du Sud Komoé, le peuple hanofoué de la région de l'Ifou a rendu hommage à Alassane Ouattara, tout en invitant les chefs de village à promouvoir la paix. Yves Kwame, cadre de la région et initiateur de la journée d'hommage, a demandé aux femmes et aux jeunes de suivre l'exemple du chef de l'État en se mettant au travail. Le secrétaire de la haute autorité pour la bonne gouvernance qu'il est les appelle à soutenir le président Alassane Ouattara dans ses actions. Notre pays a retrouvé sa place dans le monde. La Côte d'Ivoire est respectée parce que le docteur Alassane Ouattara est respecté. Soutenons-le dans cette entreprise-là. Il a fait ses preuves. Faisons en sorte que les résultats du travail accompli soient consolidés. Faites confiance au docteur Alassane Ouattara. C'est l'homme de la situation. Des appels à l'union pour une présidentielle apaisée ont aussi émaillé les discours. Qu'est-ce que personnellement j'ai retenu de cette auguste assemblée? Il y a une unicité là, entre un leader et son peuple. Il suffit qu'on sache se mettre ensemble pour réussir des rassemblements tels qu'on vient de les faire. Une journée d'hommage riche en déclarations de soutien au chef de l'État, mais aussi en actions fortes. Les avenues Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, Seydou Diarra ont été inaugurées. En bref, le PNCS, Programme national de cohésion sociale, va procéder à compter de demain à l'indemnisation des victimes et ayant droit des victimes de la crise post-électorale de l'ouest du pays. Au nombre de 300, ces bénéficiaires des villes de Mans, Danané, Zouaouyen, Logoualé, Bangolo, Diokwe, Giglo et Bangolo vont recevoir chacun 1 million pour les victimes et une prise en charge médicale et psychologique totale pour les blessés. Rappelons que ce processus d'indemnisation concerne 4 500 victimes pour la phase 1, et 200 personnes ont été déjà indemnisées. La population du village de Kotogwanda, c'est dans le département de Kounfao, peuvent se réjouir. En cette rentrée des classes, leur village vient d'être doté d'un collège moderne de proximité. Son coût, 280 millions de francs CFA. Voyons la cérémonie d'inauguration avec notre reporter Teresta Peyopoué. Le collège moderne de proximité de Kotogwanda, dans le département de Kounfao, est bâti sur une superficie d'environ 2 hectares. Cet établissement comprend 8 salles de classe équipées en table-banc, une salle d'informatique, un bâtiment administratif, des latrines et un château d'eau. Les travaux de cette infrastructure, qui vient d'être inaugurée, ont été financés à hauteur de 280 millions de francs CFA par l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, à travers l'Institut américain pour la recherche. Le directeur de l'USAID a souligné l'intérêt que le gouvernement américain accorde à l'éducation pour son importance dans le développement d'une nation. Nous croyons tout d'abord que l'éducation est fondamentale au développement humain. Nos enfants représentent l'avenir du pays et un pays sans enfants à l'école, c'est un pays sans avenir. 2 fils de la région étaient présents à cette cérémonie d'inauguration. Anzoumana Moutaye et Kwasi Ayoumani, qui a représenté le ministre Kandia Kamara. La construction de ces collèges doit permettre de réduire les effectifs déjà pléthoriques dans les autres établissements qui existent. Et donc nous voulons dire merci à l'USAID, merci au gouvernement américain pour nous avoir permis d'avoir un collège ici à Kotogwanda. Vous savez très bien que la politique du gouvernement, c'est de faire en sorte que l'école soit rapprochée des élèves. Et dans notre région, cela est d'autant plus important que nous avons besoin d'avoir les élèves auprès de leurs parents pour un meilleur encadrement.
Quant au porte-parole des populations et des élèves, ils ont pris l'engagement de faire de ce collège un établissement d'excellence et d'en assurer son entretien. Ce nouveau collège compte 106 élèves, dont 44 filles, pour cette rentrée scolaire 2015-2016. Depuis plus de 5 mois, la Côte d'Ivoire prépare la COP21 de Paris sur le changement climatique. La réunion est prévue pour décembre. Pour en parler, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Rémi Alakwadio, était l'invité de Delphine Blas ce dimanche. Il a livré le message de la Côte d'Ivoire à la COP21, le sommet sur le climat. Voyons juste un extrait de cet entretien. Le message de la Côte d'Ivoire sera tout simplement celui de l'Afrique. Les Africains disent que, premièrement, les pays développés qui sont responsables de la production de gaz à effet de serre, parce qu'en fait, l'Afrique produit 2 à 3% de gaz à effet de serre par rapport au total, que ces pays développés prennent conscience et fassent en sorte de produire beaucoup moins de gaz à effet de serre, de sorte que les 2 degrés fatidiques ne soient pas atteints. La deuxième chose, c'est que le fonds vert doit être mis en place. À partir de 2020, normalement, un niveau plancher de 100 milliards de dollars devrait être mis en place. Il faut que cela soit une réalité. Que ces fonds-là soient mis en place de manière transparente, qu'ils soient prévisibles et qu'ils soient accessibles. Les pays africains demandent également qu'il y ait le transfert de la technologie pour que nous puissions nous adapter aux effets des changements climatiques. Qu'il y ait également aussi un renforcement des capacités. Si tout cela est réuni, alors oui, les pays africains pourront jouer leur partition de manière valable dans cette lutte contre les effets des changements climatiques. Bien entendu, les programmes d'adaptation, mais également aussi le financement, tout ça doit faire l'objet de discussions, mais nous restons confiants et nous pensons que cette fois-ci, le monde a pris la mesure du danger et qu'en principe, c'est ensemble que nous devons donc vaincre ces effets des changements climatiques. C'est le message de l'Afrique, et l'Afrique est le continent de l'avenir. Le gouvernement ivoirien a publié la liste des 300 personnes handicapées recrutées à la fonction publique. Les personnes handicapées ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État au cours d'une conférence de presse organisée par la Confédération des organisations des personnes handicapées. Les explications avec Michel Mambo. L'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. La question fait objet depuis plusieurs années d'un plaidoyer intense. En 2014, au sortir d'une audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, COFSI, une ébauche de solution est trouvée. La relance du recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique. Le dossier le plus attendu depuis 2008. Janvier 2015, la décision est prise en Conseil des ministres. La phase opératoire pour l'insertion de 300 personnes en situation de handicap à la fonction publique est enclenchée. Et le mardi 8 septembre 2015, elles peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Les 300 personnes sont effectivement désormais fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Nous voudrions donc exprimer notre infinie gratitude, nous, personnes handicapées de Côte d'Ivoire, tout type de handicap confondu, à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à tout son gouvernement, pour cet acte hautement humain qui vient mettre fin à des années de souffrance d'une communauté qui n'aspire qu'à contribuer à la création des richesses dans le pays. Vu l'impact significatif que ce recrutement dérogatoire de 300 personnes handicapées à la fonction publique aura sur leur vie, celle de leur famille et leurs proches, l'ensemble des personnes handicapées de Côte d'Ivoire à travers la COFSI demande une rencontre solennelle au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, afin de lui témoigner de vive voix toute leur gratitude. La direction régionale Abidjan Nord de la compagnie ivoirienne d'électricité vient d'initier une grande opération de contrôle, de vérification et de démantèlement de réseaux de fraude dans la commune d'Ayamé. L'opération a payé. 20 fraudeurs ont été arrêtés. Guillaume Zéré, Herman Niamien. L'opération de démantèlement commence très tôt ce mercredi 30 septembre.
Les agents de la CIE de la direction régionale Abidjan Nord, déterminés à mettre définitivement de l'ordre sur les réseaux ici à Djamé-Liberté, sont accompagnés des forces de l'ordre. Et après plusieurs heures de patrouille, le bilan est fructueux. 20 individus arrêtés et plusieurs branchements anarchiques démantelés. Il a fait une manipulation en retirant un peu la minuterie là. Donc la route d'attaque ne rentre pas dans la vie sans fin. Donc le compteur tourne simplement, mais les index n'affichent pas. C'est une douzaine de réfrigérateurs qui étaient alimentés par ce compteur. Des actes frauduleux aux conséquences économiques énormes. Et pour l'année 2015, à fin juin, nous étions déjà à 7,6 milliards de pertes dues à la fraude. Et donc, on ne pouvait pas rester les bras croisés face à ce phénomène. Donc, nous avons lancé des campagnes de recherche fraude. Pour être complet, selon les responsables de cette direction de la CIE, la fraude sur l'électricité dans leur zone se chiffre à 14 milliards de francs CFA pour la seule année 2014. Et pour plus d'efficacité dans la répression, la loi numéro 2014-132 du 24 mars 2014 portant nouveau code de l'électricité prévoit des peines de prison en cas de fraude. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida au chevet des pèlerins ivoiriens blessés pendant le Hajj 2015, Raymond Goudou Kofi est allé exprimer la compassion et le soutien du gouvernement ivoirien. Les blessés sont soignés au CHU de Treichville et sur les 3 vols qui ont déjà atterri, 59 blessés ont été enregistrés selon les services du CHU. Dans le cadre du retour des pèlerins ivoiriens, 6 autres vols sont attendus. Les fidèles de l'église catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Makori ont célébré aujourd'hui le jubilé d'or de leur paroisse et leur fête patronale. Les chrétiens de cette paroisse ont exprimé leur reconnaissance à Dieu pour ce jubilé, nous explique Grace Kando. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Makori a 50 ans. Ce jubilé d'or a été célébré ce dimanche à travers des processions et des prières. Le célébrant principal, Monseigneur Marie-Daniel Dadier, anciennement curé de cette paroisse et actuellement archevêque de Korogo, a, au cours de son homélie, invité les fidèles chrétiens à s'inspirer de la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On n'est pas citoyen du royaume, on le devient. Et celle que nous fêtons aujourd'hui avait compris cela. Sainte Thérèse nous dit encore ce matin que nous devons nous convertir comme les petits-enfants. Une transmission de la flamme de 50 ans à une autre génération a marqué cette célébration. Oui, devenir enfant. Enfant comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui nous a enseigné ce que c'est que la persévérance. Nous croyons qu'avec son aide, nous devons aller toujours plus loin dans la marche de la sainteté, dans la marche à la suite du Christ, dans la recherche de la conversion quotidienne. Cette fête du cinquantenaire et de la sainte patronne a enregistré la présence de plusieurs fidèles venus d'autres paroisses. Créée en 1965, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a connu depuis sa création 15 curés et 34 vicaires. Il aura fallu 24 ans d'existence à celle dont elle porte le nom, Thérèse de l'Enfant Jésus, pour devenir la plus grande sainte des temps modernes. Intéressons-nous à présent à cette coopération transfrontalière expérimentée en Europe en 1990 et qui porte ses fruits aujourd'hui, 25 ans après la création d'Interreg. L'heure est au bilan, un bilan jugé satisfaisant et l'UEMOA veut s'inspirer de ce modèle pour renforcer ses projets. En mettant en place Interreg, le programme de coopération régionale des territoires, les États de l'Europe occidentale voulaient faire des frontières des sources d'union et de développement socio-économique. 25 ans plus tard, toute l'Union européenne approuve cette idée dont le bilan est jugé satisfaisant. Les festivités des Noces d'Argent ont été marquées par plusieurs activités, dont des ateliers et des débats. Des moments également pour retracer l'évolution de cette institution. C'est une manière d'essayer de faciliter la coopération entre les différents pays. Interreg est un genre de laboratoire où lorsque des régions de pays différents travaillent ensemble, on voit toutes les barrières qui existent encore pour que ce marché intérieur puisse mieux fonctionner. Un bel exemple, le continent africain qui prône depuis quelques années l'intégration des peuples. Les gouvernements pourront reproduire ce programme afin d'améliorer les conditions de vie de leur population installée le long de leurs frontières. Et ce n'est pas le CCT,
Le Conseil des collectivités territoriales d'espace UEMOA lui dira le contraire. Nous avons les mêmes problèmes, mais que nous avons des solutions semblables et qu'avec une forte dose de volonté politique, on arrivera à trouver des solutions à nos problèmes à travers la coopération transfrontalière. Cette coopération ne doit pas s'arrêter aux frontières de l'Europe. Le problème essentiel aujourd'hui, c'est que la coopération, c'est un échange de bonnes pratiques. Donc l'échange de bonnes pratiques, c'est que ces producteurs qui ont montré leurs produits ici devraient venir échanger avec nos producteurs pour qu'en tout cas, qu'il y ait en tout cas une démographie sereine, une démographie poussée et que malgré cela, les jeunes restent dans leur terroir. L'UEMOA entend renforcer les liens de coopération avec le Luxembourg, la Suisse et la France et surtout l'Union européenne pour la mise en œuvre de véritables projets de développement pour lutter efficacement contre la pauvreté. Et c'était un reportage de Mamadou Kouassi. La ville de Difa, au Niger, visée par plusieurs attaques à la bombe ce matin. Le bilan très lourd fait état de 5 civils, un militaire tué. Les 4 porteurs de bombes ont aussi trouvé la mort. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, est soupçonné d'être derrière ces nouvelles attaques suicides. Après l'alerte, la ville de Difa a été bouclée. Les militaires procèdent à des fouilles systématiques. Scène de chaos. Dans le sud-est de la France, 17 personnes sont décédées, 4 disparues dans des inondations consécutives à de violents orages qui se sont abattus hier soir sur la Côte d'Azur. Des milliers de foyers sont toujours privés d'électricité. Le président français François Hollande s'est rendu sur place pour exprimer la solidarité de la nation. Il a annoncé que l'état de catastrophe naturelle doit être décrété mercredi. Le Premier ministre Manuel Valls, en déplacement au Japon, a fait part de sa profonde émotion et de son soutien aux familles endeuillées. Fin de ce journal supervisé par Jean-Jacques Kwame. Merci à vous tous de votre aimable attention. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec David Moubio.